La marche brésilienne, sur laquelle je passe pas beaucoup de temps, puisque mon sujet, c'est plutôt une lutte qui a lieu dans l'État du Rio Grande do Norte. Alors, c'est le petit point rouge, l'État peint en rouge, le tout petit, là, dans le coin, là, que vous voyez. Alors, c'est là, le Rio Grande do Norte. Et donc, un petit mot pour dire que... encore d'autres manifestations colorées, mais là, cette fois-ci, dans un lieu complètement différent. On est à Mossoró, dans le Rio Grande do Norte, et ce sont des photos qui viennent des actions d'une manifestation qui a eu lieu en 2005, là, justement, lors des actions mondiales. Ça devait être un 17 octobre. Et juste un petit mot pour dire que la souveraineté alimentaire, entendue comme la capacité des peuples à produire ce qu'ils mangent et à contrôler démocratiquement cette production, et contre les multinationales de l'agro-industrie, est emblématique, en fait, de ce que met de l'avant la Marche mondiale brésilienne comme rapprochement entre les luttes sociales, dont au premier chef le féministe, et les luttes écologistes. Donc, la souveraineté alimentaire, elle aussi, est emblématique donc, de ces grandes tendances-là, ou en tout cas de cette direction-là que prend notre réflexion, qui a tout à voir, en fait, en général, avec la question des minières aussi, puis avec l'ensemble de la question de l'exploitation des ressources naturelles et de son impact sur les femmes, même si ça porte sur la question de l'agriculture en particulier. Alors donc, dans la région du Rio Grande do Norte, la marche est particulièrement dynamique et active sur une diversité de fronts de lutte, à la fois en milieu urbain et à la fois en milieu rural, mais je vais vous parler aujourd'hui des femmes rurales. Alors, pour illustrer un peu la question des différents fronts de lutte, alors vous voyez ici une bannière contre la violence envers les femmes. Vous en voyez une autre pour la légalisation de l'avortement, une autre pour la réforme agraire, une autre contre le libre-échange et contre l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ici, vous avez des bannières contre la dérivation du fleuve San Francisco et pour des modes de vie compatibles avec le milieu semi-aride. Alors bon, c'est toute une question la question du Rio San Francisco, mais je ne vais pas embarquer ici là-dedans, mais c'est pour dire que ce n'est pas la seule lutte, évidemment, celle contre le projet de périmètre irrigué dans la Chapada de Apodi, qui met en contraste, ou en tout cas qui oppose un modèle de développement basé sur des grands projets hydriques pour aller irriguer les terres semi-arides, pour en faire des lieux de grande production en monoculture, et des modes de vie qui utilisent beaucoup moins d'eau, qui réussissent à produire de la nourriture, des modes de vie et des modes de production agricole qui réussissent quand même à produire de la nourriture, qui réussissent à nourrir et à soutenir toute une diversité de communautés dans les campagnes, sans utiliser autant d'eau et avec des techniques qui sont beaucoup plus respectueuses des écosystèmes très fragiles des milieux semi-arides. Et puis juste un petit mot pour... En fait, je me permets ici une petite spéculation, pour ainsi dire, pour essayer de souligner l'importance de ces expériences-là, dont je vais vous parler à l'instant. Dans le contexte actuel, pas seulement parce que ce sont des expériences extraordinaires en soi, mais aussi parce que, en contexte de réchauffement climatique, on ne sait pas comment les différents écosystèmes et les différents biomes vont se reconfigurer à l'échelle planétaire, mais il y a lieu de penser qu'il va y avoir probablement dans beaucoup de régions de la désertification, des transformations des milieux, puis peut-être qu'il y aura beaucoup plus de milieux semi-arides dans le futur qu'il y en a maintenant. Et donc, les modèles ils appellent ça la convivencia avec le semi-aride, les modèles de vie avec le milieu semi-aride, dans le milieu semi-aride, les expériences qui peuvent être faites à ce niveau-là sont probablement d'une importance capitale pour le devenir de l'humanité. Alors, de les éradiquer tout simplement du revers de la main au profit d'un grand projet qui va tout polluer en quelques années, ça relève non seulement de l'aberration pour ce qui est des personnes qui vont en souffrir directement sur le coup et dans les années qui vont venir dans cette région-là, mais en soi, cette priorisation-là n'a aucun espèce de sens dans le contexte actuel où on a d'autant plus besoin
de trouver des modèles d'organisation sociale et des modèles de production agricole qui vont réussir à être soutenables dans des conditions climatiques difficiles. Alors, voilà pour ça. Donc, d'autres bannières ici, pour la souveraineté alimentaire et contre les transnationales. Là, on est en 2006 dans une autre manif. Non au désert vert, c'est-à-dire aux grandes monocultures de soya. Vous voyez la bannière là en haut. Les femmes de cette région-là, les militantes de cette région-là s'identifient très fortement à la Marche mondiale des femmes. Là, vous les voyez en train de manipuler, de regarder et de pleurer en tenant la courte pointe qui a été élaborée lors du relais de 2005, qui est allé faire un petit tour dans leur région l'année suivante. De savoir qu'elles ne sont pas seules dans leur lutte, ça les fait pleurer. Ça fait une différence énorme, fondamentale. Et cette identité-là à la Marche mondiale des femmes est très forte et en même temps, elle s'articule avec d'autres mouvements. Ici, on voit des bannières du mouvement des Sans-Terre, de la Via Campesina et du mouvement des petits agriculteurs. Alors, ce sont des bannières qui se côtoient souvent dans les luttes au Brésil pour la souveraineté alimentaire et la Marche mondiale des femmes ne donne pas sa place. Et ça, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui est donné d'avance, parce que les milieux paysans sont généralement assez durs pour les femmes. Il y a un machisme tout à fait présent, super vivant, vibrant même. Et puis les femmes qui sont là, les militantes qui sont là, réussissent avec leur créativité, avec leur combativité, avec leur énergie, à prendre leur place et à créer un modèle où l'agroécologie inclut maintenant, en tout cas dans cette région-là est le fer de lance au Brésil de l'inclusion du féminisme dans l'agroécologie, c'est-à-dire qu'on en vient à conceptualiser l'idée que, et à la mettre en pratique surtout, hein, c'est ça surtout qui est important, à conceptualiser l'idée que l'agroécologie, c'est pas de la vraie agroécologie s'il y a de la violence envers les femmes, s'il n'y a pas de respect pour l'autonomie, pour la lutte des femmes pour leur autonomie, leur autodétermination, leur droit de vivre sans violence, leur autonomie économique, etc. Donc, c'est une innovation qui a une importance quand même très grande. Ici, on voit une bannière de la Marche mondiale des femmes fondue dans une bannière du syndicat des travailleurs ruraux de Apodi, la région en question, et les militantes ont féminisé la bannière. Alors, vous voyez ce qui est en train de se passer. C'est une représentation visuelle de ce qui se passe. Les bannières des syndicats ruraux se féminisent et commence à inclure non seulement les femmes, mais